Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! La disparition des arbres de nos paysages agricoles s'explique en grande partie par la volonté de faciliter le passage et le travail des machines dans les parcelles. On peut donc se poser la question de si l'agroforesterie est compatible avec une agriculture moderne et mécanisée. Pour nous aider à répondre à cette interrogation, nous sommes aujourd'hui avec Christian Duprat, qui est directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est l'un des pionniers de la recherche en France sur l'agroforesterie, et plus précisément sur les systèmes sylvo-arables, avec notamment de grosses expérimentations pendant 30 ans sur le domaine de Restinclières près de Montpellier. Nous sommes aussi avec Arnaud Deltour, conseiller en agroforesterie à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Il accompagne les agriculteurs dans leurs projets de plantation depuis 25 ans. Bonjour Arnaud, bonjour Christian, bienvenue sur le podcast. Christian, vous êtes un des chercheurs pionniers sur l'agroforesterie en France, particulièrement sur les systèmes sylvo-arables. Est-ce que, quand vous avez commencé vos expérimentations, est-ce que ça a posé problème l'idée de ramener des arbres dans des parcelles vis-à-vis du travail des machines ? Oh là là, complètement. Au début de nos expériences, tous les pronostics étaient catastrophiques, hein. On nous disait que d'une part, les arbres ne pousseraient pas, ils seraient détruits, leurs racines seraient détruites par les machines, etc., ou on les abîmerait en permanence. Et puis d'autre part, que les cultures ne pousseraient pas non plus, parce que les arbres leur feraient trop de compétition. Alors bon, tout ça s'est révélé faux avec le temps, mais pas totalement faux. Il y a effectivement des limites à l'association entre les arbres et les cultures. Et donc oui, au départ, on avait beaucoup d'inconnus sur le fait de remettre des arbres dans les champs, notamment vis-à-vis de la mécanisation. Et on a pris un parti dès le départ qui était de chercher à mettre en place des systèmes agroforestiers totalement mécanisables. C'était vraiment très important pour qu'ils puissent être adoptés, au contraire des systèmes agroforestiers qu'on rencontre dans beaucoup de pays tropicaux où il y a encore une agriculture largement manuelle et où on peut faire des choses pas du tout prévues pour la mécanisation. Donc nous, ça nous a obligés à faire des arbres alignés, des arbres espacés, largement espacés, adaptés aux machines, même si au départ, on a fait des expérimentations, je dirais, un petit peu pas transposables parce qu'on ne connaissait pas bien le sujet. Et une des premières erreurs qu'on a fait, c'était de serrer trop nos lignes d'arbres sur nos parcelles initiales, celles mises en place dans les années 90. Super, on reviendra du coup un petit peu aux solutions qui ont été trouvées au fil des années. Mais Arnaud, je me demandais aujourd'hui, je suppose qu'il y a aussi des appréhensions ou des défis pour les agriculteurs quand vous commencez l'accompagnement sur les projets. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les problématiques auxquelles vous faites face ? Moi aujourd'hui, les agriculteurs avec qui je travaille, c'est des personnes qui, à travers l'arbre, veulent trouver une solution à une problématique sur leur exploitation. Donc nous, le nord de la France, on a beaucoup, par exemple, de problèmes d'érosion des sols. Donc le retour des arbres ou le retour de linéaires de haies dans ces parcelles peut contribuer à limiter cette problématique. J'ai d'autres agriculteurs qui vont être plus sur le retour de la biodiversité au cœur des parcelles, essayer de travailler un peu plus avec les auxiliaires des cultures. Donc moi aujourd'hui, mon public, c'est plus des personnes qui recherchent une solution et qui trouvent que l'arbre peut être une ou la solution. Et c'est vrai qu'on a la chance au moment d'avoir vraiment une grosse dynamique dans les Hauts-de-France de plantation, et on s'occupe surtout des personnes qui sont convaincues et où on doit essayer de les accompagner pour les rassurer dans le projet qui se de mener. Du coup, oui, j'ai bien compris que les agriculteurs qui viennent sont les agriculteurs motivés. Est-ce que pour autant, il y a quand même une appréhension vis-à-vis du travail des machines, ou est-ce que finalement, aujourd'hui, on a fait tellement de progrès que c'est pas une question qui se pose ? Non, il y a encore beaucoup d'idées reçues, de légendes urbaines au sujet de la présence des arbres dans les parcelles, hein, sur de la casse de mécanique, sur ça va m'embêter dans les travaux, dans mon organisation, ça va me faire perdre du temps, je vais faire plus de manœuvres. Il y a encore toute
cet état d'esprit qui a été véhiculé pendant, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle, hein, où l'arbre était un ennemi et un frein au développement de l'agriculture, et notamment à la mécanisation. On va essayer de comprendre ensemble comment on est passé des premiers travaux de Christian avec toutes les problématiques qu'il y avait à maintenant aujourd'hui. Enfin, c'est incroyable de pouvoir entendre que c'est assez convaincant de ramener des arbres qu'on est au stade d'idées reçues, on va dire. C'est plutôt soulageant d'entendre ça. Du coup, le premier point que je voulais qu'on aborde ensemble, et Christian a déjà un peu commencé à l'évoquer, c'est la première étape, c'est-à-dire comment est-ce qu'on positionne les arbres sur une parcelle. Et peut-être que Christian, vous pouvez commencer par nous expliquer un petit peu votre cheminement là-dessus et l'évolution qu'il y a pu avoir sur vos expérimentations. Oui, tout à fait. Eh bien, au départ, pour des parcelles en grande culture, hein, c'était sur des parcelles en grande culture sur lesquelles nous travaillons avec des céréales, des rotations céréalières. On s'était déjà posé la question de savoir comment il fallait orienter les lignes d'arbres. Est-ce qu'il faut les mettre est-ouest, nord-sud, quand on a le choix? Si on n'a pas le choix à cause de la forme de la parcelle, évidemment, on les aligne dans le sens de la longueur de la parcelle. Mais quand on a le choix, et on a souvent le choix, on pouvait se poser la question de savoir s'il fallait les mettre nord-sud, est-ouest ou sud-est, nord-ouest, etc. Donc on a fait pas mal d'essais et nous, on a au départ mis des arbres assez serrés puisque nos lignes d'arbres étaient tous les 13 mètres. 13 mètres parce qu'on avait des rampes de pulvérisation de 12 mètres à l'époque qui aujourd'hui sont un peu désuètes. On a en général des rampes qui font au moins 20, 25, 24 mètres de large. Mais bref, on a fait des parcelles avec des lignes d'arbres assez serrées et on a comparé effectivement l'impact de l'orientation des lignes d'arbres. Alors au début, quand les arbres sont petits, ça a peu d'impact, bien entendu, mais quand ils commencent à prendre de l'ampleur, alors on a des éclairements dans les allées qui sont très différents. Et ça implique beaucoup de choses sur la mécanisation et sur la maturité des cultures, etc. Donc par exemple, avec le colza qu'on cultivait pas mal au départ, on s'est rendu compte rapidement que si vous avez des lignes d'arbres est-ouest, au nord des arbres, là où il y a beaucoup d'ombre, eh ben, votre colza, il avait 8, 10, 15 jours de retard en maturité. Et comme le colza, il perd ses graines au sol quand il est mûr, il faut le récolter relativement vite, on avait des problèmes à la récolte, problème d'homogénéité de la culture. Et donc, on s'est bien vite rendu compte que plus on a des lignes d'arbres nord-sud, plus la culture est homogène dans l'allée cultivée. Et c'est une des recommandations qu'on a fait dès le départ, c'était de placer les lignes d'arbres nord-sud quand on peut le faire, de manière à avoir des cultures homogènes qui ne posent pas ce problème, par exemple, de maturité à des dates différentes. Mais ensuite, on a fait pas mal d'études avec des modèles numériques, parce qu'on ne peut pas faire des expériences partout, et on s'est rendu compte que cette recommandation-là, elle est valable à nos latitudes. Mais si vous descendez vers le sud, que vous vous rapprochez des tropiques, alors il faut mettre des lignes d'arbres est-ouest, pour des raisons liées à l'astronomie, liées à l'éclairement par le soleil. Mais restons dans nos zones tempérées. Dans nos zones tempérées, quand on peut le faire, il vaut mieux mettre les lignes d'arbres nord-sud de manière à ce que les cultures soient homogènes sur l'ensemble de l'allée cultivée. Et vous, Arnaud, est-ce que aujourd'hui, alors, est-ce que c'est ces principes d'alignement nord-sud que vous privilégiez, ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui font que ça se passe un peu différemment? Non, non, on essaye d'appliquer tout ce qu'on peut apprendre des travaux, par exemple, de Monsieur Dupras, hein. Donc c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaye d'aligner nord-sud. Après, on va étudier la forme de la parcelle. On va aussi s'adapter aux outils, aux largeurs d'outils dans l'exploitation. Nous, en grande culture, alors dans les Hauts-de-France, je rencontre plus souvent des pulvérisateurs en 36 ou 40 mètres de large. Donc on est obligé de s'adapter, voilà, à ces outils. Et donc, en prenant tous ces paramètres, la pente, la topographie, voilà, on essaye de bâtir un projet qui va être le plus cohérent et le plus adapté à la parcelle. Qui fait que à chaque projet, en fait, c'est un nouveau projet, on peut jamais copier deux fois le même modèle. Et du coup, aujourd'hui, vous arrivez à trouver des solutions qui fait que pour les agriculteurs, c'est pas, enfin, qui sont plutôt satisfaits de ces compromis-là que vous trouvez, parce que je suppose qu'après, ça demande, enfin, si on essaye d'aller sur du nord-sud, ça demande quand même plus de manœuvres en fonction de la forme de la parcelle. C'est pas quelque chose qui est trop dérangeant pour eux. À partir du moment où on a des allées très larges, comme celles qui viennent d'être évoquées, cet impact est moins important. L'orientation des lignes d'arbres est moins importante. Nous, on était avec des lignes d'arbres tous les 13 mètres pour des arbres qui font aujourd'hui 20 mètres de haut. Donc vous imaginez l'ombre et l'importance de l'ombre qu'il y a sur les cultures. Donc effectivement, quand les lignes d'arbres sont beaucoup plus espacées, 30, 40 mètres, l'orientation des lignes d'arbres est beaucoup plus souple. On n'a pas cette même contrainte.
On va aussi jouer sur les schémas de plantation. Si on va être dans vraiment une orientation est-ouest qui pourrait poser problème en grande culture, par exemple, on évitera peut-être de mettre du bourrage entre les arbres, ce sera peut-être que des arbres isolés pour laisser passer le maximum de lumière diffuse. Voilà, on adapte aussi après dans le choix technique du schéma de plantation, on va aussi s'adapter aux contraintes que nous impose la parcelle. Je voulais revenir à ce que vous avez mentionné comme idée reçue, Arnaud, c'était lié à la casse du matériel. Alors aujourd'hui, parce qu'on est quand même en train de multiplier les bordures, est-ce qu'aujourd'hui le matériel fait qu'en fait c'est plus trop une problématique avec le guidage GPS, etc. Ou est-ce que ça reste encore un problème? Bah, comme je le disais tout à l'heure, moi aujourd'hui je travaille avec des agriculteurs qui sont convaincus, qui ont envie du retour de l'arbre, donc c'est bien de les rassurer, de leur dire qu'il faut laisser la place, c'est-à-dire que si on veut voilà, on veut produire du bois, ben, c'est des haies qui vont devoir grimper, donc doit leur laisser la place de pousser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une chance formidable avec les nouvelles technologies, notamment les GPS embarqués dans les tracteurs, qui fait que nos bandes, enfin, tout est implanté vraiment bien aligné. Et donc cette problématique casse ou gêne de matériel, on arrive très facilement à l'effacer. Ouais, moi, je peux vous donner une anecdote, c'est que quand on a installé l'expérimentation de Restinclière, on a planté à peu près 15 000 arbres. On peut dire que 30 ans plus tard, on a à peine 50 arbres qui ont été abîmés par des contacts avec les outils. Mais par contre, à l'époque, on n'avait pas été très très précis sur les escartements entre les lignes d'arbres. On n'avait pas les outils d'aujourd'hui et on devait planter tous les 13 mètres et il s'est avéré qu'à certains endroits, on avait des lignes d'arbres qui étaient à 11 mètres 50, 12 mètres et à d'autres endroits à 13 mètres 50, 14 mètres. Et ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes par rapport à la mécanisation. Donc aujourd'hui, on sait très bien positionner les arbres avec précision, c'est important et ça permet de ne pas avoir ces mauvaises surprises par la suite. Je voulais aborder un autre point parce que je sais, Christian, que vous avez travaillé là-dessus. C'est sur justement la gestion de la compétition avec les racines et quel type d'intervention mécanique on doit effectuer pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet de compétition ou limiter l'effet de compétition entre les racines des arbres et les cultures entre les lignes. Oui, bien sûr, ça c'est un problème majeur que l'on rencontre et qui peut se traiter de différentes manières. Ça va dépendre du contexte pédoclimatique du sol et du climat que vous avez. Globalement, les arbres sont fainéants, c'est-à-dire qu'on a beau dire que certains arbres ont des racines profondes, si tout se passe bien en surface, s'il y a de l'eau, s'il y a de l'azote en surface, les arbres vont développer des racines de surface. Ça, c'est clair et c'est net. Alors, on a la chance dans nos systèmes de culture en Europe d'avoir des céréales d'hiver qui sont actives très tôt au printemps, dès le mois de février, mars, etc., souvent avant que les arbres démarrent et qui vont utiliser l'eau et l'azote du sol avant les arbres. Et ça va faire comme un effet de compétition par rapport à l'arbre, parce que l'arbre, quand il va démarrer, ben, il va se retrouver face à un sol déjà asséché ou déjà appauvri en azote au niveau de la zone racinée par les cultures. Et il va donc avoir tendance à aller chercher plus profond ou plus loin ses ressources. Ça c'est vraiment un effet pot de fleur, un effet de compétition qui est très intéressant parce que ça forme les racines des arbres. Mais il ne faut pas y croire trop longtemps parce que, évidemment, les arbres, eux, ils sont actifs tout l'été. Et si vous avez de bonnes pluies pendant l'été, les arbres vont redévelopper des racines en surface pour valoriser ces pluies. Donc, c'est un système dynamique. Et nous, on a été amenés dans pas mal de situations à passer à des cernages racinaires, c'est-à-dire on a coupé les racines des arbres le long des lignes d'arbres de manière à limiter les racines superficielles des arbres qui sont en compétition avec la culture. Alors ça, c'est possible avec pas mal d'espèces. Faut pas croire que ça dure très longtemps. Les arbres reviennent. Les systèmes dynamiques des arbres sont très, très réactifs en général. Et donc, on a toujours cet équilibre entre les racines des arbres et les racines des cultures à assurer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à faire plonger les racines des arbres, soit mécaniquement, soit par la compétition avec des céréales de printemps en général, alors on obtient des racines profondes d'arbres qui sont super intéressantes parce qu'elles vont notamment récupérer tout l'azote qui échappe aux cultures lors des épisodes de drainage et de lixiviation. Donc voilà, c'est un système dynamique qu'il faut pouvoir gérer, mais c'est aussi un système qui montre ses limites, c'est-à-dire que faire de l'agroforesterie avec des grandes cultures sur des sols très superficiels, c'est vraiment compliqué et ce n'est pas recommandé. Il faut absolument que les arbres puissent explorer des horizons profonds, je dirais au-delà de 1 mètre de profondeur. Sinon, on aura des compétitions trop fortes entre arbres et cultures et ça peut mal se passer. Arnaud, est-ce que c'est ce type d'opération-là, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place avec les agriculteurs du coup, est-ce que vous avez des retours
sur les projets sur lesquels vous travaillez, sur cette compétition avec les racines? Oui, ça, c'est une question qui est récurrente chez les agriculteurs, hein, cette notion de compétition. Donc nous, c'est vrai que dans les Hauts-de-France, la particularité, on a aussi beaucoup de cultures de printemps et notamment de cultures légumières qui nécessitent des gros travails de sol. Donc il y a cet effet un peu mécanique de contrôle de l'expansion des racines dans la partie culture qui est souvent géré grâce à la mécanisation. Mais pour l'anecdote, hein, on a une parcelle expérimentale juste ici à côté de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais, donc avec les bandes de 1 mètre de chaque côté qui sont préservées et non travaillées. Et cette année, le chauffeur a décalé de 30 centimètres avec son GPS et en fait nous a mis à nu toutes les racines qu'on avait en fait jamais vues auparavant parce que elles étaient dans leur bande de 1 mètre préservées et après elles étaient descendues en dessous, quoi. Donc on a cet effet aussi là mécanique. Le passage régulier d'outils près des bandes d'arbres les oblige justement à faire descendre ce système racinaire. Il y avait un autre point que je voulais qu'on évoque ensemble, c'est justement la gestion de cette bande enherbée au pied des arbres, puisque ça demande aussi de ramener des surfaces qu'on va pas pouvoir gérer de la même manière que le reste de la parcelle. Comment est-ce que vous gérez du coup cette bande qu'on peut pas travailler mécaniquement forcément comme le reste de la parcelle pour éviter justement le salissement ou enfin voilà, gérer un petit peu la mauvaise herbe? Alors là, moi, j'ai envie de raconter un peu ce qu'on a fait au départ dans nos toutes premières expérimentations à côté de Montpellier, à Restinglières, où on avait vraiment ce souci-là. Et on a comparé deux manières de gérer la ligne des arbres. Une manière où cultivait très près des arbres, on ne laissait que 1 mètre de large non travaillé, donc à peine 50 centimètres de chaque côté du tronc, voire moins quand le tronc est gros. Et puis une autre manière où on laissait 2 mètres de chaque côté, donc une large bande au pied des arbres pour les protéger, pour éviter qu'on s'approche trop des arbres, etc. Et puis au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que la croissance des arbres était la même dans les deux situations. C'est-à-dire que éloigner la culture ne leur faisait pas du bien, pas particulièrement du bien. Et par contre, on avait une large bande de 4 mètres à gérer au pied des arbres qui s'embroussaille, qui peut devenir un petit peu gênante. Nous, on avait beaucoup de clématites, de ronces, des choses qui pouvaient être gênantes. Et donc, on a décidé, au bout de 10 ans, de supprimer ces larges bandes au pied des arbres et de tout cultiver proche des arbres, donc avec une bande de seulement 1 mètre de large non cultivée au pied des arbres. Je ne dis pas que c'est transposable partout. Ça demande quand même des sols avec une bonne réserve en eau, etc., pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de laisser une large bande de protection des arbres et qu'en fait, les arbres poussaient plutôt mieux quand on les cultivait très près des arbres que quand on leur laissait une grosse bande enherbée à leurs pieds. Voilà, je ne sais pas, ça ne répond pas forcément à votre question, mais c'est un exemple où on croyait protéger les arbres et en fait, on ne les protégeait pas vraiment des cultures en faisant ça. Et vous, Arnaud, est-ce que ça pose problème un peu dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce que les agriculteurs sont un peu nerveux par rapport au fait d'avoir, une bande enherbée, avec, voilà, des graines, qu'on contrôle pas forcément dans le salissement des cultures ou des choses comme ça? Est-ce que ça pose problème? Oui, ça pose problème, notamment les premiers projets qu'on a accompagnés où, dans cette notion de protection des arbres, dans les cahiers des charges, notamment des financements publics qui aident aux plantations, ils nous obligent à avoir ces bandes de chaque côté des arbres. Et donc, au départ, en fait, on préservait ces bandes sans trop les gérer. Aujourd'hui, on essaye d'anticiper et avant de planter, en fait, on sème les bandes en fait, pour occuper l'espace, éviter qu'il y ait des adventices qui puissent prendre la place. Notamment, on utilise beaucoup la famille des trèfles, voilà, qui sont un très beau couvert, qui s'auto-nettoie, c'est-à-dire que les adventices ont beaucoup de mal à passer à travers ce couvert qui est très dense. Et donc ça évite ce salissement, donc ça demande de l'anticipation, donc de pouvoir semer 4-5 mois avant de planter. Déjà, ça permet des fois à l'agriculteur de se rendre compte avant même l'arrivée des arbres comment va se transformer sa parcelle visuellement. Mais effectivement, je connais des projets, je vous parlais tout à l'heure là, de la parcelle expérimentale qu'on a à côté du bureau, où la plantation s'est faite de manière un peu précipitée, où ça n'a pas été semé, pas géré. Et aujourd'hui, c'est un nid à chardon. Et ça devient même contre-productif, parce qu'on ne peut plus venir avec des agriculteurs voir cette parcelle, parce qu'ils vont tout de suite avoir une image d'une parcelle qui s'est salie. Oui, alors la gestion de cette ligne au pied de la ligne enherbée au pied des arbres, c'est compliqué. Nous, je sais qu'on a fait des essais à une époque de semis de plantes à fleurs pour attirer des auxiliaires, etc.
c'est très compliqué de pérenniser ce type de végétation et on a un peu renoncé, on laisse une végétation naturelle, spontanée se développer qui comprend surtout des pérennes en fait. Voilà, donc c'est un petit peu délicat, c'est pas si simple, et c'est pour ça que des bandes un peu étroites, c'est plus simple à gérer pour les agriculteurs, à mon avis. Je rajoute que nous n'avons jamais fait de bourrage avec des arbustes sous nos lignes d'arbres dans nos parcelles expérimentales. Or, aujourd'hui, on fait beaucoup ce genre d'approche également. Donc, ça modifie le rapport qu'on a à cette ligne sous-arborée qui a d'autres fonctions à ce moment-là. Dans les parcelles où la luminosité le permet, on va plutôt avoir tendance à faire du bourrage pour limiter l'enherbement de la bande sous les arbres. Mais par contre, si on a des problèmes par rapport à la luminosité, on va privilégier des arbres plus isolés, comme vous le mentionniez, Arnaud. Et là, du coup, il faudra être un peu plus fin sur le pilotage de justement de la bande au pied des arbres. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de bourrage, qu'on ait vraiment que le tronc, on peut se permettre d'approcher un peu plus. C'est vrai que là, on fait du bourrage, et notamment de plus en plus d'agriculteurs qui veulent être autonomes en bois sur leur exploitation parce que bon, voilà, ils ont une chaudière, ils vont l'utiliser les plaquettes en litière. Donc là, ça nécessite de laisser quand même une certaine largeur à ces bandes replantées au milieu des champs. Et la bande enherbée a aussi cette fonction, c'est d'anticiper la surface que va occuper la haie les premières années pour éviter les problèmes qu'on parlait aussi tout à l'heure de casse, de mécanisation. C'est-à-dire qu'on laisse la place à la haie de se développer pour cet objectif de production. Et donc, il faut gérer l'espace en attendant que la haie puisse prendre son volume et puisse gérer justement en termes de lumière la végétation qu'elle a à son pied. Pour le moment, on a beaucoup parlé du rapport des arbres sur la mécanisation de la parcelle voilà, en grande culture, mais il y a aussi l'autre côté qui est de dire comment on peut utiliser la mécanisation pour gérer efficacement ces arbres qui sont une culture de plus. Donc ça, ce serait mon autre question qui serait de dire, voilà, pour des agriculteurs, ça rajoute une opération dans l'itinéraire technique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé des solutions efficaces justement pour la taille ou pour... Enfin voilà, est-ce qu'on arrive à mécaniser bien la culture des arbres quelque part? Alors là-dessus, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des parcelles qui ont 30 ans maintenant, avec des arbres qui font 15 mètres de haut, qui sont forts, qui sont gros. Donc on a un peu vécu toute cette évolution de l'arbre et les contraintes que ça fait peser sur la culture. Surtout avec des lignes d'arbres tous les 13 mètres, vous pouvez imaginer la présence des arbres sur la parcelle. Donc on s'est bien rendu compte que déjà, l'élagage, il faut le mener assez haut. Enfin, ça dépend de la vigueur des arbres et de l'espèce. Nous, on a monté notre élagage de nos noyers, par exemple, à 6 mètres, parfois à 8 mètres. Mais même avec des élagages aussi hauts, avec des noyers, on a des arbres qui vont sans arrêt redescendre vers le sol. Les branches s'alourdissent par l'extrémité et ils retombent vers le sol. Donc on a été obligé de passer à des réductions de houppiers avec des lamiers qui permettent de raccourcir les branches basses. Alors ça ne gêne pas du tout l'arbre au niveau de sa croissance parce que les branches basses, elles sont peu efficaces au niveau de la photosynthèse, mais par contre, ça dégage vraiment l'espace de culture, notamment pour laisser passer des machines volumineuses comme les moissonneuses-batteuses, etc. Donc, on a quand même eu des soucis, hein. Les branches d'arbres nous ont parfois gêné les récoltes avec les moissonneuses-batteuses, mais on est passé maintenant à l'utilisation du lamier pour contenir les branches retombantes, et ça me paraît une bonne stratégie pour continuer à avoir une mécanisation confortable dans les parcelles. Arnaud, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Notamment, je pensais pour ceux qui produisent de la plaquette, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'ils arrivent à bien intégrer dans leur travail de l'année, à exploiter des moments où ils ont un peu moins de boulot? Est-ce que c'est une contrainte? Enfin, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment un point important dans l'accompagnement des agriculteurs, c'est de leur faire prendre conscience de ce que va leur impliquer comme travail le bois. Nous, on est dans une région qui est les Hauts-de-France, la région la moins boisée de France, hein, donc la culture de l'arbre n'existe plus dans le milieu agricole, donc il faut qu'ils se réapprennent déjà tous les savoir-faire, le temps que ça va prendre. Ça a des périodes, en principe, au niveau saison, où c'est beaucoup plus calme dans les exploitations, c'est surtout des travaux d'hiver. Donc il faut vraiment réapprendre tout ce travail autour de l'arbre pour les exploitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gros maillage, par exemple, de CUMA qui sont équipés en matériel. Donc, la mécanisation, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir maîtriser. Là, on est en train justement de travailler avec la FR CUMA Hauts-de-France sur le volet valorisation, notamment de pouvoir être équipé dans des machines qui permettent de récolter de manière mécanique, parce que voilà, en termes de main-d'œuvre au niveau agricole, c'est compliqué. Donc, si on peut essayer de mécaniser pour remplacer les bras qui nous manquent, donc on est en train justement d'essayer de travailler ça à travers le collectif, éviter que chacun aille investir dans son coin et qu'on essaye d'avoir
du matériel spécifique qui permette de faire du bon travail. Je pense que par rapport à la mécanisation, nous, on a rencontré un vrai souci au départ qui nous a posé des énigmes. On constatait que les cultures se développaient moins bien à proximité des arbres, et ça a été quand même un vrai souci, surtout quand on a des allées étroites comme les nôtres, où on cultivait 12 mètres, hein, on faisait 4 passages de semoir de 3 mètres. Donc là, on avait sur le premier passage de semoir proche des arbres des résultats pas très bons, notamment en colza, mais aussi en céréales, etc. Et on a longtemps eu du mal à comprendre l'origine de ça, et parce qu'on a remarqué au bout d'un moment que même dans les lignes d'arbres, quand il manquait des arbres, on avait le même problème, c'est-à-dire c'était plus un problème de proximité du bord de l'allée cultivée que de proximité de l'arbre. Et en fait, on a compris au bout d'un certain temps que c'était lié à un mauvais contrôle de la profondeur de semis en bordure d'allée. Puisqu'en bordure d'allée, on a souvent une dérayure et un ado, selon si on a travaillé en labour ou on a un travail au disque qui est moins confortable et moins propre. Et donc, on maîtrise moins bien la profondeur de semis. Et c'était ce qui expliquait que nos colzas étaient très moches près des arbres et que parfois nos céréales sont aussi moches près des arbres. Et voilà, donc on a compris ça au bout d'un certain temps et on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème lié à l'arbre, mais un problème lié au fait qu'on cultive des allées. Et quand on cultive des allées, il y a des bordures d'allées plus importantes en proportion par rapport à la surface cultivée. Donc ça, c'était une petite énigme qu'on a eue au départ qui a été résolue progressivement. Et puis, je crois qu'il faut quand même dire aussi que nous, par exemple, on a renoncé au colza quasiment dans nos parcelles avec des arbres développés parce que le colza, c'est des toutes petites graines et qu'il faut donc que les plantules, dès qu'elles émergent, elles aient beaucoup de rayonnement. Et en hiver, à l'automne, un colza qui va se développer début novembre va avoir du mal avec l'éclairement réduit lié au soleil bas à travers les lignes d'arbres. Donc, par exemple, on a renoncé au colza dans des parcelles agroforestières avec des arbres un peu développés. C'était compliqué d'installer correctement un peuplement. Il vaut mieux des plantes qui ont des graines avec des réserves plus fortes, qui sont plus faciles à installer. Donc voilà, il y a plein d'évolutions qui sont liées à la présence des arbres sur les cultures, partiellement liées à la mécanisation, qui sont importants. Et un autre point que je voudrais souligner, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand les arbres sont assez grands, les racines remontent de la profondeur à peu près n'importe où dans l'allée cultivée. On ne peut plus les tuer simplement en faisant un cernage racinaire proche des arbres. Et donc là, il faut faire avec, il faut gérer la compétition avec les arbres et les cultures de cette manière. Alors, ce n'est pas très important quand vous avez des allées de 40 mètres de large, puisque la zone d'interaction arbre-culture va se limiter aux 8-10 premiers mètres de part et d'autre. Mais quand vous avez des lignes d'arbres plus serrées, comme nous, et comme ça se fait encore parfois, des lignes d'arbres entre 15 et 25 mètres, ça commence à être important. Donc il faut en tenir compte dans la gestion du système. Super. Bah écoutez, merci à tous les deux pour ces interventions. Et c'est assez fascinant de voir toutes les problématiques que vous avez réussi à solutionner au fil des années des expérimentations, Christian. Et du coup, ça rend, ça donne beaucoup de motivation pour la suite et de voir que ces systèmes maintenant se développent un peu partout en France. Donc bravo à tous les deux. Oui, moi je crois qu'en conclusion, il faut quand même dire qu'on a fait des gros progrès en termes de mécanisation, d'automatisation, de GPS, etc. J'ai entendu parler que certains agriculteurs étaient capables d'envoyer des tracteurs sans conducteur, même dans des parcelles agroforestières. Bon, ça reste de la performance sportive, je dirais. Mais voilà, on a des outils aujourd'hui qui permettent de beaucoup mieux gérer la présence d'arbres dans les parcelles agricoles, y compris en adaptant les épandages, etc. Parce qu'on n'a pas parlé des épandages. Les épandages d'engrais, par exemple. Nous, on a eu beaucoup de problèmes avec les épandages d'engrais dans nos parcelles au départ. On utilisait des épandeurs rotatifs qui sont très peu précis et qui faisaient qu'on avait beaucoup moins d'engrais en bordure d'allée qu'au centre parce qu'on ne pouvait pas recroiser les jets d'engrais. Donc tout ça, ça évolue. Si vous utilisez un épandeur d'engrais pneumatique, vous n'avez pas du tout ce problème. Enfin voilà, donc il y a plein de problèmes de mécanisation qui sont peu à peu résolus par rapport à ces parcelles hétérogènes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des solutions pour faire de belles cultures dans les parcelles agroforestières. Très belle conclusion. Ce sera le mot de la fin alors.
En tout cas, ce que je retiens de notre échange, c'est toute l'expertise développée au fil de plusieurs décennies d'expérimentation sur le terrain. Comme Christian Duprat nous l'a expliqué, dès le début, l'objectif pour eux était de concevoir des systèmes agroforestiers adaptés à la mécanisation. Ces années de tests, d'erreurs et de solutions font qu'aujourd'hui, un technicien comme Arnaud Deltour arrive à proposer aux agriculteurs des systèmes agroforestiers tout à fait compatibles avec la circulation de gros engins agricoles. En plus, on arrive à mécaniser des tâches comme l'entretien des arbres ou la gestion de la compétition avec les racines. Ces retours d'expérience nous montrent qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de réintroduire l'arbre au cœur des exploitations agricoles sans compromettre leur performance. Bien au contraire. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!